Bonjour à tous et bienvenue sur Camélico. Comme promis dans notre dernière vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé les plans pour notre maison auto-construite. Suite à notre première expérience de rénovation, nous étions certains de deux choses. La première, c'est que nous voulions une maison passive, et la seconde, c'est que nous voulions pouvoir choisir l'agencement intérieur de façon à disposer les pièces en fonction de notre mode de vie, et non l'inverse. Donc forcément, ces deux points impliquaient de devoir construire et non rénover. Et compte tenu de notre budget, cela voulait forcément dire autoconstruction. Alors pour ce qui est du caractère passif, il y a deux raisons à cela. D'abord économique, c'est beaucoup moins coûteux, déjà l'installation en elle-même du système de chauffage, la maintenance de ce système et bien entendu les ressources pour son fonctionnement, donc quelle que soit l'énergie. Dans notre précédente maison par exemple, on était à jusqu'à 25 stères de bois par hiver, donc c'est assez énorme. Le deuxième point, c'est le côté écologique, bien sûr, qui va de pair. Les énergies de chauffage sont plus ou moins polluantes, mais bon, elles le sont toutes, au moins un peu. Et donc l'idée, même si on est sur du bois, c'est de réduire au maximum ces ressources. Voilà. Pour atteindre cet objectif de maison passive, la première chose, c'est qu'on a choisi une orientation de la maison avec une grande baie vitrée plein sud. Bon, en vrai, on l'a orienté sud-sud-est parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de la vue, plein sud, ça donnait plus sur le village que sur le paysage de nature, donc on l'a un petit peu décalé. La deuxième, donc on voulait mettre aucune ouverture à part cette baie vitrée, et puis finalement on a ajouté des fenêtres à l'est et à l'ouest, plus des fenêtres de toit. Alors le but c'était d'avoir un peu plus de lumière et surtout aussi de pouvoir ventiler correctement la maison et notamment donc des fenêtres ouvrantes dans la salle de bain. La deuxième chose pour l'objectif passif, c'était de faire une zone tampon au nord, sur la partie nord de la maison, donc sans ouverture du tout. Et là, une forte isolation en cloison intérieure, c'est-à-dire entre la zone tampon et la zone de vie. Voilà, ça fait une zone supplémentaire d'isolation par rapport à la zone de vie. Et le double avantage, c'est que ça nous fait cette zone tampon donc est plus fraîche, permet de conserver les fruits et légumes. Donc là, par exemple, depuis qu'on est entré dans la maison, cette zone reste en moyenne à 15 degrés, qu'il fasse chaud ou froid à l'extérieur. La troisième chose évidente pour atteindre l'objectif de maison passive, c'était la très forte isolation. Pour ça, nous avons choisi la paille, plus des enduits terre pour ce qui est des murs. Alors la paille a plein d'avantages, bon, qui commencent à être connus maintenant, les mêmes dans les logiciels de réglementation thermique. Elle a été testée par rapport au feu par le FCBA. Elle a reçu le classement de réaction au feu BS1D0, qui veut dire faiblement combustible, produisant peu de gaz combustible et ne produisant aucune gouttelette ou débris enflammé. L'agence de qualité construction a approuvé donc un livre qui s'appelle Les règles professionnelles de construction en paille. Donc les avantages de la forte inertie, tout en étant un matériau respirant. C'est d'ailleurs le principal intérêt qu'on y a vu, nous, c'est le côté respirant. C'est bon marché, bon, bien sûr selon l'endroit où on se trouve. Si c'est très éloigné, il y a de gros frais de transport qui peuvent même aller jusqu'à dépasser le prix de la paille, donc c'est pas forcément intéressant. Un autre aspect, c'est l'impact écologique à long terme, c'est que c'est des matériaux 100% renouvelables. Un autre avantage de la paille, c'est qu'elle est accessible à un novice en bâtiment, donc c'est tout à fait adapté à l'autoconstruction. Dernière chose intéressante avec la paille, c'est simplement que ça laisse libre cours à l'expression artistique. On peut faire des formes arrondies, faire des corniches, des niches. Alors d'un point de vue technique, maintenant, nous avons conservé certains points de la yourte. Voilà, c'est par rapport à ce que l'on disait dans la vidéo précédente, la réflexion autour d'un projet néo-rural. On était parti sur la yourte au départ, donc j'ai gardé quelques aspects techniques, et notamment la dalle bois qui est isolée, en fait, le sol isolé. Donc là c'est notre cas, on a choisi un sol isolé en paille, donc ce qui a déterminé l'épaisseur. Même chose pour le toit, on est donc une toiture en caisson. Donc ce qui pour moi me semblait intéressant, c'est le fait de ne pas avoir de comble perdu, donc pas d'espace perdu. La troisième chose qu'on a conservé par rapport à la yourte, c'était le côté pilotis. Voilà.
qui a l'avantage donc de parfaitement s'adapter au terrain. Nous, c'était un peu le cas, on n'est pas tout à fait plat. Évidemment, du coup, c'est moins de béton, puisqu'on n'a pas de fondation, des longs greens, etc. Euh, Vraiment une grande quantité de béton. L'autre avantage, c'est que du coup, on peut être un petit peu surélevé, donc du coup, là, c'est très important pour quand on a des murs en paille, puisque la paille n'aime pas du tout l'eau. Ensuite, par rapport au principe de la construction, par rapport à ce que j'ai pu lire dans les différents livres et témoignages de blog, donc la première chose, c'était de faire un premier essai sur une plus petite construction. Donc c'est ce qu'on a fait. La première année, on a fait un atelier. Il y a eu quelques erreurs qu'on a pu corriger du coup sur la maison. Et, bon, disons que pour un atelier, c'est moins grave de rater quelque chose. Le deuxième conseil que j'ai noté, c'était de faire le toit avant. Comme on est sur des murs de paille, donc ça peut être très intéressant de les faire à l'abri, de ne pas être stressé et bousculé par le timing, par la météo. Ce qui veut dire que du coup on n'a pas des murs porteurs forcément puisqu'on fait le toit avant. Donc du coup on a choisi en bois, en poteau-poutre, tout simplement. Alors là j'ai pas utilisé des assemblages traditionnels parce que je suis pas du métier. Et c'était pas forcément nécessaire dans le sens où comme j'ai des murs de paille qui viennent ensuite, le contreventement est géré en fait par ces murs de paille qui viennent s'insérer dans cette structure poteau-poutre. Comme j'avais déjà, je sais que j'avais des pilotis et qu'il me fallait des poteaux, et ben il est venu naturellement l'idée de poser donc cette dalle bois sur pilotis, mais d'y glisser chaque poteau sur chaque pilotis de façon à ce que le poids soit vraiment directement transmis au pilotis en béton. Et donc c'est ce qui qui m'a permis un peu de dessiner en fait vraiment la maison. Et donc là je me suis dit le plus simple c'est de placer la fêtière, la poutre fêtière sur les poteaux directement. Et pour éviter des sections de bois trop imposantes, je suis parti sur en fait une répartition un tiers, deux tiers, donc avec un double pente, toit en double pente. Et pour ce un tiers, deux tiers, je suis parti sur un multiple de 3 qui est donc j'ai un carré en fait composé de 9 carrés. Donc j'ai 3 lignes et 3 colonnes de carrés de 4 mètres par 4 mètres, ce qui fait au total un carré de 12 mètres par 12 mètres. Voilà. Ce qui fait qu'on était en dessous de 170 mètres carrés à ce moment-là pour ne pas avoir besoin d'un architecte par rapport au permis de construire. Une autre chose quand j'ai dessiné, c'était de penser à faire le local technique à l'extérieur de la maison, qui serait donc dédié à la gestion des énergies vraiment, surtout pour le bruit. Donc on y retrouve toute la gestion de l'eau, le pompage de l'eau de pluie dans la cuve, de récupération d'eau de pluie, et tout ce qui est onduleur, batterie, et tout ce qui est éléments pour l'énergie photovoltaïque. Voilà. L'autre point que j'avais en faisant les plans, c'était que je voulais des réseaux d'eau qui soient regroupés de façon à ce qu'il y ait déjà moins de tuyaux, mais aussi surtout que l'eau chaude arrive plus vite, qu'on ait les points d'eau chaude qui soient regroupés au même endroit, qu'il n'y ait pas des longueurs à parcourir et que du coup on soit obligé de vider de l'eau froide pendant plusieurs minutes avant d'avoir de l'eau chaude de robinet. Pour réaliser ces plans, j'ai utilisé le logiciel SketchUp. Comme ça, de but en blanc, c'est pas forcément évident à prendre en main. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi en fait tout simplement une série de tutoriels sur YouTube. Il y a toute une playlist intéressante. Je vous mettrai le lien dans la description parce que si vous connaissez pas, si vous maîtrisez pas SketchUp, vous suivez, comme je l'ai fait, ces tutos et au bout de quelques heures, on maîtrise vraiment la base de SketchUp et là, on commence à pouvoir vraiment se balader et faire vraiment ce qu'on a envie. Et c'est super intéressant. Parce que du coup, en fait, moi je conseille à n'importe qui, hein, qui est un peu à l'aise avec l'outil informatique, c'est de réaliser ses plans sur du SketchUp parce que d'une part, ça donne une meilleure idée de ce qu'on est en train de préparer, au niveau du volume, au niveau des proportions, et aussi, surtout, au niveau des assemblages. C'est un peu comme si en fait on construisait la maison une première fois virtuellement, et donc du coup, on fait moins d'oublis,
C'est plus sûr en fait, tout simplement. C'est comme si voilà, on la construisait pour de faux. Et donc du coup, ben, on peut se tromper sur un ordre de montage. Si on met ça avant ça, ça va pas coller parce qu'il fallait mettre ça d'abord. Donc le fait de le faire d'abord virtuellement, ça évite de se retrouver bloqué au moment de la construction, quoi. La deuxième chose qui est très intéressante avec SketchUp, c'est les calques, qui du coup permet les étapes de construction. Vraiment, j'ai mis dans chaque calque, chaque étape de construction. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai d'abord les pilotis, puis la dalle bois, puis ceci, puis la poteau-poutre, etc. Vraiment étape par étape et dans l'ordre dans lequel il faut le faire pour que ce soit dans le bon sens, quoi. Pour que les choses s'assemblent correctement. Donc, grâce à ces calques, on peut vraiment voir les étapes. Et du coup aussi, ça permet de faire des exports. On peut faire un zoom sur une pièce, par exemple, si on veut s'amuser vraiment à faire jusqu'à la découpe, de l'assemblage des pièces de bois, par exemple. On peut faire des exports de plans détaillés avec les cotations. Et donc du coup, on peut se servir de ça pour travailler en réel, quoi. On peut faire aussi des exports des plans vus de haut, ce qui permet de travailler en fait sur les réseaux. Vous voyez, j'ai fait un export là, comme ça. Je l'utilise sur un autre logiciel de photo où j'utilise également des calques. Je me suis fait un calque par réseau, c'est-à-dire j'ai d'un côté le multimédia, c'est-à-dire le son, l'internet, etc. J'ai un calque pour l'eau, j'ai un calque pour le téléphone, pour l'électricité. Ça sert à ça, ça sert aussi, on peut utiliser SketchUp pour faire du calpinage par exemple. Moi je suis allé jusqu'à là, c'est-à-dire que j'ai pas dit j'ai tant de mètres carrés de toiture, non. J'ai dessiné mes plaques par exemple de DFP ou d'OSB pour faire les fonds de caisson ou les fermetures de caisson qui sont sous toiture. Euh, Ça m'a permis de savoir exactement le nombre de plaques qu'il me fallait, comment j'allais tomber en bas, quel était mon débord de toit, etc. Donc ça permet vraiment de simuler et de mieux choisir en fait les dimensions de ces débords de toit, ne serait-ce que par rapport à l'achat, qu'est-ce qui est le plus intéressant à prendre en termes de dimensions de plaques, plutôt des longues, plutôt des courtes, des étroites. Voilà, on peut calpiner et donc du coup avoir beaucoup moins de pertes et de chutes. Par rapport à ces exports de plans détaillés, moi je suis allé même jusqu'à faire carrément toute une notice de montage de la maison. C'est-à-dire que j'ai exporté calque par calque chaque étape et dans chaque étape, chaque plan de chaque pièce, ce qui m'a permis d'écrire en fait, d'avoir sur support papier vraiment tout ce dont j'ai besoin étape par étape, et donc ce qui m'a permis surtout de faire la commande des matériaux plus juste, pour avoir le moins de chutes possible, et surtout aussi voilà, de vraiment me planifier les étapes. Ça permet de pas avoir au moment de la construction à se poser des questions, et là maintenant il faut que je fasse quoi, et là après il faut que je fasse quoi, revenir tout le temps sur les plans. Non, j'ai profité de l'hiver en fait pour faire tous ces exports au format papier, et comme ça, moi arrivé au début enfin, au milieu de printemps quand il a commencé à faire bon, j'ai pris un peu le mode d'emploi si on veut, un peu comme un manuel Ikea, et j'ai suivi voilà, le manuel, et avec ça j'ai réussi donc à construire la maison plutôt rapidement, voilà, en l'espace d'un an et demi. Et surtout, c'est assez tranquillisant de savoir, bon, là, il me reste, là, l'étape suivante, ça va être ça. Donc, voilà, ça permet aussi d'anticiper les commandes, parce qu'il y a des matériaux qu'on ne doit pas recevoir trop en avance, comme la paille, parce que sinon, elle peut pourrir dans un coin. Donc, ça permet de savoir, bon, j'ai ça, ça, ça et ça à faire avant, donc je vais les commander à telle période pour que ça arrive à peu près quand j'en serai là, et ainsi, voilà, organiser vraiment le montage de la maison. Voilà, donc du coup, bah, la vidéo est terminée pour ce qui est des plans de la maison. Et puis bah, la prochaine vidéo, on commencera la maison en rétrospective, donc à savoir le terrassement et les pilotis, vraiment les fondations. Allez, ciao ciao!